Hello, hello les incroyables, la team incroyable, c'est le bonus. Je suis avec Gaïndé. Si tu n'as pas vu l'épisode qui est sorti dimanche dernier, tu as loupé quelque chose. Gâté. On parle philosophie africaine, unité africaine. Ouais. Va regarder, va prendre des notes et surtout mets-nous un petit commentaire, donne-nous ton avis parce qu'on a besoin de savoir. Mais là, avec Djibril dans le bonus, on va aborder un sujet qu'on a effleuré dans la discussion parce qu'on a parlé rapidement des réseaux sociaux. Ouais. Et c'était intéressant pour moi de te demander ton avis en tant que personne qui vit cette unité africaine au quotidien. Déjà, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le terme unité africaine et panafricanisme? Parce qu'on emploie souvent les deux en pensant que ça veut dire la même chose. Mais si j'ai bien écouté la discussion et ce qu'on a dit, les deux choses ne veulent pas dire la même chose. Non, voilà. Et donc, je voulais savoir la différence entre les deux. Et je voulais surtout aussi savoir, qu'est-ce que tu penses justement de ces gens qui se disent panafricanistes, qui se disent pour l'unité africaine, parce que beaucoup prennent la parole sur les réseaux. Les réseaux, ça donnait la parole à tout le monde. Donc, tu as des gens qui veulent du bien qui parlent. Tu as des gens qui racontent n'importe quoi qui parlent. Tu as des gens qui ont compris qu'en parlant, ils peuvent faire du business qui parlent. Donc, finalement, il y a beaucoup de gens, mais est-ce que finalement les discours ne se mélangent pas et est-ce qu'on ne se perd pas, justement, au lieu d'avoir cette unité africaine et d'aller vers cette unité africaine, n'est-on pas en train de, justement, la dissiper, tu vois, la perdre, tu vois, avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà. Donc c'était ça mes deux questions pour toi pour le bonus. C'est alors, déjà Et pour être totalement transparent avec notre audience, c'est parce qu'en off dans la discussion, tu nous disais que tu as déjà eu Kémy Séba qui est venu dans un de tes cours. Tu vois, et c'est ce qui m'a donné l'idée un petit peu de la discussion. On ne parle pas de Kémy Séba dans notre échange. On parle de tous ceux et toutes celles qui font ce type de contenu, des bons comme des mauvais, mais c'est ce qui a amené l'idée de ce bonus. Oui, tout à fait. Donc déjà, panafricanisme, unité africaine, c'est quoi la différence? Alors déjà, effectivement, il y a une différence, parce que quand on dit, déjà tout ce qui finit par isme, ça veut dire courant de pensée. Donc de facto, si on dit courant de pensée, il y en a probablement plusieurs qui se côtoient derrière ce terme panafricanisme. Donc quand on dit pan, qui vient du grec, ça veut dire le tout. Et l'idée derrière le panafricanisme, c'est de dire qu'il y a une origine commune, ou en tout cas un socle commun, éventuellement un destin commun, à tous les peuples qui sont, toutes les personnes, tous les peuples qui sont d'Afrique au sens continental, Afrique au sens de la diaspora contemporaine, donc économique, sociale, qui se retrouvent à Londres, à Lisbonne, Paris, il y en a en Russie, etc. Et diaspora historique, donc nos ancêtres qui ont été déportés. Donc c'est ça, le panafricanisme, ça touche les Africains qui sont sur le continent, les descendants d'Africains qui vivent dans des pays hors du continent et les descendants d'Africains au sens historique, qui ont été déportés. Donc île Maurice, La Réunion, Seychelles, Martinique, Cuba, etc. En termes de chiffres, tu sais à peu près ça représente combien? Il y a à peu près 300 millions d'afro-descendants dans le monde. Ok. À peu près 300 millions. Yes. Et à peu près 1,1 milliard d'afro-continentaux. Et quand on dit afro au sens continental, c'est Afrique subsaharienne, Afrique du Nord. Ok. Donc déjà, même là, en termes de panafricanisme, la question se pose, est-ce qu'on compte l'Afrique du Nord ou pas? Est-ce qu'eux veulent se compter aussi dedans? Est-ce qu'eux veulent se compter ou pas? Ouais. Voilà. Donc déjà, ça montre qu'il y a plusieurs façons de penser le panafricanisme. Maintenant, lorsqu'on dit unité africaine, l'unité africaine, c'était un objectif. Et je parle au passé parce qu'on ne parle quasiment plus en termes d'unité africaine. Parce que comme on a dit la dernière fois, unité africaine, ça veut dire que l'ensemble de l'Afrique devient une. Une république, une fédération, une confédération, etc. Une fédération, l'ensemble se retrouve plusieurs parties, mais une direction. Confédération, chaque partie reste autonome, mais il y a un socle commun de fonctionnement. Et puis une république, c'est comme un État, une république, mais une république panafricaine. Donc l'unité africaine, c'est la vision d'une branche, d'une version panafricaniste. D'accord. Il y a d'autres panafricanismes qui ne visent pas l'unité, qui visent par exemple, comme on disait la dernière fois, l'intégration. Mais l'intégration pas au vu d'une unité, mais l'intégration au sens de processus continu
est protéiforme, c'est-à-dire que ça s'ajuste, ça s'adapte au fur et à mesure. D'accord. Donc la carte, la feuille de route de cette intégration qui est devenue la lecture dominante, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2063, qui date de 2013, qui a été émis par l'Union africaine, qui dit en 2063, on voudrait que l'intégration soit effective. Mais tu vois, on ne dit pas unité. Ouais. Parce qu'en contraste à l'unité, tu as la souveraineté des États. Chaque État étant souverain, les chefs d'État, les États ne sont pas prêts. Pour atteindre l'unité, il faudrait que les États abandonnent leur souveraineté pour l'unité de l'Afrique. Ouais. Ce que les États ne sont pas prêts à faire. Ouais. Ce que les dirigeants ne sont pas prêts à faire. Ouais. Donc, voici déjà la grande différence entre l'unité africaine, qui est l'aboutissement d'un processus panafricaniste qui n'est pas le même que les autres. D'accord. Donc, l'unité africaine est un courant du panafricanisme. C'est la finalité d'un des courants panafricanistes. D'accord. Voilà. OK. C'est ça. Maintenant, il y en a plusieurs, parce qu'il y a panafricanisme d'en haut, c'est-à-dire le point de vue bureaucratique, technocratique, et puis il y a le panafricanisme du grand nombre. Ça, c'est les cultures qui font qu'on se retrouve, les langues qui font qu'on se retrouve. Tu sais, dans la tradition au Sénégal, on a la tradition du simb, le faux lion, qui est en fait une ancienne coutume qui était le lion, quelqu'un qui s'habille en lion, et ce lion qui était supposé représenter l'esprit de justice dans un village. Donc le simb, aujourd'hui, c'est pour les enfants. Oui, c'est du divertissement. C'est du divertissement pour les enfants. Quelqu'un qui se déguise en lion avec des coupes non taillées, et puis les enfants fuient quand ils le voient. Mais à la base, ça représentait un esprit de justice, de rétribution dans la communauté, pour dire si tu ne respectes pas la loi et nos commandements, tu seras puni. Mais tu vois, le simb que tu retrouves chez nous au Sénégal, si tu vas en Afrique de l'Est, en Swahili, comment est-ce qu'on dit lion en Swahili? Rappelle-toi le roi lion. Oui, Simba. Simba. Ouais. Donc tu vois, par la langue, tu vas retrouver des termes qui montrent qu'il y a une unité culturelle et traditionnelle de l'Afrique. C'est d'ailleurs le titre d'un des ouvrages clés de Cheikh Anta Diop, Fondement économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Donc c'est ça. Tu as plusieurs façons de penser l'Afrique dans son ensemble, mais l'unité, c'est un courant qui l'a vu comme ça. D'accord. Moi, c'est celui auquel j'adhère. Et même si ça n'a pas nécessairement la même résonance qu'au moment où on fondait l'OUA, au moment des indépendances, quoi. Yes. Et donc, par rapport à aujourd'hui, ces réseaux sociaux et ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour soit prôner ou pour donner une image utopique de l'unité africaine ou du panafricanisme, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, toi, quand tu regardes ça, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves et que tu juges pertinents dans ce qu'ils font? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait, bon, c'est pour faire du clic, c'est pour faire du buzz et c'est parce qu'il y a une économie derrière? J'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette nouvelle manière de prôner, en tout cas, un panafricanisme ou une unité africaine. J'aimerais avoir ton ressenti sur ça. Oui, c'est sûr que je ne suis pas aussi à l'aise avec la façon dont on utilise le mot panafricanisme aujourd'hui via les réseaux sociaux. Parce que déjà, les réseaux sociaux vont coaguler les affects dans une direction. C'est-à-dire, tu veux un panafricanisme militant, panafricanisme contre le complotisme de la gouvernance mondiale, et tu veux prendre une revanche contre tous ceux qui veulent que l'Afrique soit derrière, et il faut qu'on sorte de notre statut de victime et on est prêt à se battre, etc. Les réseaux sociaux n'offrent pas la possibilité d'une réflexion critique, que ce soit par rapport à la condition africaine ou alors comment faire pour sortir, ou du discours sur comment s'en sortir. Donc, quand tu as des gros titres, quand tu as de quoi réveiller les émotions fortes, automatiquement, tu as des gens qui vont suivre et puis les algorithmes vont faire que si c'est ce que tu veux voir, eh bien, tu en auras de plus en plus. Ils vont te balancer que ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui emploient des mots panafricanistes, mais ils n'ont pas nécessairement une lecture approfondie de ce que ça veut dire. Donc moi, c'est ça qui me dérange. Parce que tu as eu des gens qui ont donné leur vie pour cette cause. Tu as des gens, et parmi ceux qui ont donné leur vie, je pense à Amilcar Cabral, entre autres, Amilcar Cabral qui a donné sa vie pour ça. Il a été assassiné en janvier 1973. Il écrivait Théorie de la libération nationale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont théorisé et puis qui sont entrés en action, qui ont même pris les armes pour ça. Tu as plein d'exemples de gens qui ont poussé bien au-delà de la dimension consommation rapide TikTok, c'est quoi être un panafricain. Et combien de personnes qui je dirais même pas s'informent, entendent parler de panafricanisme et réagissent à la dopamine des réseaux sociaux, ont dépassé la dimension réseaux sociaux pour aller lire Théorie de la libération nationale de Amilcar Cabral.
ou bien Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, etc. Combien le font? Donc, moi, ma question, elle est là. C'est que pas de discours. Encore moins des bouts de phrases sur les réseaux sociaux, etc. Mais donnons la possibilité aux uns et aux autres de développer leur propre réflexion. Et je ne veux pas me perdre, mais les quelques personnes qui se mettent en avant à travers les réseaux sociaux, je comprends. Ce que je conçois beaucoup moins, c'est leur grille de lecture, ce n'est pas leur engagement. C'est leur grille de lecture. Parce que je garde une distance critique. Mais le pourquoi ils le font, la situation est tellement critique. Aujourd'hui, quand tu prends l'ensemble de l'Afrique, en termes de... D'abord, si ça devait être une personne, l'ensemble de l'Afrique, ça serait une personne qui a 19 ans. Ouais. Deuxièmement, en termes de richesse, l'ensemble de l'Afrique, c'est comme si cette personne-là gagnait $2 par jour, 1000 francs CFA. Ouais. Quand on est à cette situation aussi drastique, je comprends en fait le radicalisme des discours. Oui. Mais le radicalisme, peut-être, c'est pour mobiliser. Mais une fois qu'on est mobilisé, il faut laisser la place à d'autres qui, eux aussi, peuvent maintenant approfondir le discours, approfondir la réflexion, etc. Donc, on le disait effectivement à l'entame de notre bonus. Oui, une fois, c'était en 2000... je crois que ça devait être en 2019 ou 2018, je ne me souviens plus. Oui, Kémy Séba est venu dans un de mes cours. C'est pas moi qui l'ai invité. Mais comme mon principe, c'est que je suis pour la pensée libre, la parole libre, j'ai des étudiants qui avaient un contact avec lui. Est-ce qu'on peut l'inviter? J'ai dit, ça vient de vous. Il est la bienvenue, et en particulier parce que ça vient de vous. Il est venu, il a présenté ce qu'il avait à présenter, il a présenté à la façon qu'on lui connaît. Ouais. Et puis, il y avait des étudiants qui étaient déjà acquis à la cause, à sa façon de présenter les choses. Donc, c'est là, oui, etc. Il y en a d'autres qui n'étaient pas nécessairement d'accord. Je suis content qu'il soit venu, mais parce que je suis content que quelqu'un vienne présenter ses idées. Ouais. Moi, j'ai plutôt... Toi, tu n'es pas fermé aux idées. Tu es ouvert tant qu'il y a de la discussion. Oui, moi, j'ai besoin de... Moi, ce qui m'interroge, c'est la structure du discours. Maintenant, il y a des idées qui ne passent pas. Si c'est des idées qui sont racistes, qui prônent voilà, il y a des idées, je suis pas du tout... Je n'offre pas de tribune. C'est pas une tribune pour ça. Mais par contre, quelqu'un qui réfléchit à comment changer les choses, si on sort du schéma réseaux sociaux et qui me dit, moi, voici mon discours et voici l'architecture de mon discours, moi, c'est ça qui m'intéresse. On n'est pas obligé d'être d'accord, justement. Exactement. Je ne ressens pas le besoin non plus d'être validé par mon interlocuteur. J'ai besoin simplement d'entendre quel est le bien fondé de l'architecture de son discours et surtout qu'à la fin de notre échange, que j'ai appris une façon différente de voir la question qui nous préoccupe tous les deux. C'est pour ça que j'étais à l'aise à l'idée que Kémy Séba vienne. Et puis, même si je ne suis pas d'accord avec sa structuration de discours, je sais que les personnes dont il parle en termes de la finalité de son engagement m'incluent. Et deuxièmement, comme j'ai dit la fois passée, si j'ai des choses à lui dire, ça sera, je ne ferai pas la bêtise de le faire en grand public. Oui. C'est pas lui, c'est le discours, donc c'est pas lui que je désavouerai. Oui. C'est son discours et je le ferai comme la tradition le demande, c'est-à-dire sous l'arbre à palabre, en tête à tête. Ça, par contre, c'est la chose sur laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord. C'est parce qu'au final, ça reste un Africain qui parle à un autre Africain de comment changer l'Afrique. Il y a des gens qui vont nous regarder et qui n'attendent que ça, qu'on se tape dessus, que ce soit de façon intellectuelle ou de façon physique, pour dire, regarde les deux Africains. Comment tu veux que les choses changent? Donc, je ne vais pas non plus jouer le jeu de celui qui désavoue l'autre parce qu'il a besoin de se sentir important. Je vais dire ce que je pense et puis je vais lui dire à lui ce que j'ai à lui dire, de sorte à ce qu'on se serre la main sans nécessairement être d'accord. J'ai une dernière question pour toi pour le bonus. Yes. T'as jamais pensé à faire une chaîne, toi, YouTube? Tu sais? Parce que je trouve que ça serait super intéressant. Non, je vais te dire. Je suis pas... J'ai pas assez de discipline pour ça. J'ai pas assez... La vérité, c'est ça. C'est pour ça que je prends plaisir à venir partager ce que j'ai à partager dans les limites de ce que je peux partager. Et même si tu fais un contenu tous les 6 mois. Je prendrai plaisir à partager ça. Voilà. Donc voilà, oui, invitez-le dans d'autres podcasts. S'il y a des podcasts qui me regardent, invitez-le parce qu'il est toujours prêt à partager et à échanger. Et franchement, on a eu une discussion franchement qui était top. Il y a un truc que je n'ai pas dit là, je voudrais dire rapidement. Tu sais, c'est quoi mon délire? Mon délire par rapport à l'unité africaine. Et que tu entendras peut-être pas autant. Je te parlais de discours et de comment penser l'unité africaine.
Tu sais comment moi je vois l'Afrique? Comme un gros cerveau. Mhm. Et le modèle de gouvernance de l'Afrique et de l'intégration de l'Afrique, qui mènera à l'unité de l'Afrique, comme je le vois, c'est le modèle, c'est ce qu'on appelle la neurogouvernance. C'est imaginer la gouvernance de l'Afrique de la même manière que le cerveau fonctionne. Comment est-ce que le cerveau processe l'information extérieure? Comment est-ce que les neurones, les synapses se connectent? Comment est-ce que la prise de décision, la réponse aux stimuli de l'environnement, le modèle de fonctionnement du cerveau, le modèle neurophysiologique, pour moi, c'est ça le modèle par excellence de gouvernance qu'on devrait appliquer. Donc, quand en face de moi, j'entends, oui, c'est lui l'ennemi, c'est lui l'adversaire, je dis, gars, moi, je m'occupe du 25e siècle. Tu vois, pas de, oui, mais c'est la faute de machin. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça, quoi. Ouais. On n'est plus dans ça. Parlons de Mars. Parlons de lancer des fusées depuis, voilà. Là, tu m'intéresses. Tu vois. Mais bon, si c'est pas ça dont tu parles, tu m'intéresses quand même, quoi. Mais pas autant que. En tout cas, j'ai déjà entendu ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais en tout cas, ça a été un plaisir. Merci. Encore une fois, Djibril, de te recevoir. Yes, Comme je vous ai dit, l'épisode, il est sorti dimanche dernier. Vous pouvez aller l'écouter, aller le regarder. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Off Show. Peace, la famille. Rastafari. Rastafari. Merci, ouais. Le Off Show.